Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière journée des Assises de l'UMQ avec un exercice qui, je l'espère, ce matin sera être utile parce que gérer dans le chaos, c'est le thème de notre prochain atelier, de la prochaine heure que nous allons passer ensemble. C'est un peu l'ordinaire de vos vies depuis un an. Ce n'est habituellement pas l'ordinaire d'un maire, d'une mairesse. On ne souhaite pas qu'il y ait des catastrophes qui cognent à la porte à toutes les saisons, tous les jours. Il se trouve que depuis 14-15 mois, c'est pas mal ce qu'on a vécu. Pour gérer ce chaos ou apprendre à le mieux gérer, on a un spécialiste S-crise, puisque Gatineau, vous avez un mauvais karma, on doit le dire, Monsieur le maire. Bonjour, Maxime. Vous permettez que je vous appelle Maxime? Ça fait plaisir. Parce que c'est pas mal votre nom, finalement. Oui, c'est ça. Vous avez eu quelques années, disons, rocambolesques. Vous avez gagné la quadrifecta, c'est pas la trifecta, parce que vous avez 4 années difficiles, si on met la COVID. Ça a été... Nous, en 2017, on avait à peu près 40 des sinistrés du Québec dans les inondations. 2018, on a eu une tornade. 2019, les inondations. 2020, la COVID. Mais entre la première inondation et la tornade, on a eu 3 des pires pluies diluviennes des 100 dernières années. Sans compter la canicule que tout le monde a vécue l'été d'après. Ça n'a pas de sens. Les changements climatiques, nous, on y croit. Recette gagnante ou, enfin, recette difficile à encaisser, c'est clair. Rose-Marie Charret, je pense que la plupart d'entre ceux qui sont avec nous ce matin vous connaissent parce que vous avez souvent, dans les médias, su trouver les mots pour nous expliquer des choses qui nous arrivent, qui se bousculent dans nos têtes. Si vous aviez à vous présenter en 2 ou 3 mots, vous diriez, Rose-Marie? Bien, moi, je suis psychologue, puis on m'appelle généralement quand ça va mal. Quand ça va mal au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et donc, je suis très contente d'avoir eu l'occasion de réfléchir là-dessus, sur le chaos, comment, psychologiquement, on survit soi-même et on aide les autres. Avant qu'on rentre dans les détails, très rapidement, puisque vous dites ça, est-il possible que d'épisodes chaotiques comme celui que nous venons de traverser, long, on sorte... J'aime pas grandi, là, puis je veux pas citer Nietzsche, qui l'a été trop souvent, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais est-ce qu'on est plus fort du point de vue des organisations, selon vous, après une pareille crise? Bien, on a été forcé d'être créatif. Et donc, on a créé des choses nouvelles, on a inventé des choses, veut pas, qu'on ne savait pas qu'ils pourraient exister avant. Donc, oui, on est enrichi de ça. Quand même, il ne faut pas non plus trop embellir le fait d'être plus fort. Certaines personnes très marquées gardent des traces, mais la chose qu'on peut retenir, par exemple, c'est qu'on a été capable de s'en sortir une fois. Ça veut dire que la prochaine fois aussi. Mais j'aime ce que vous dites à l'idée qu'il ne faut pas non plus être complaisant avec cette idée qu'il y a des gains sans fin qu'on peut faire. Puis je ne veux pas ici me citer, mais j'avais sur une émission l'hiver dernier une psychanalyste au Liban qui disait le mot résilience, on n'est plus capable. On n'est plus résilient. On ne peut plus être résilient quand on traverse. Évidemment, le cas du Liban est très différent parce que c'est pas mal plus gagnant du point de vue de la catastrophe que Gatineau, je vous l'assure. Et à un moment donné, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser des citoyens. Il ne faut pas abuser. Il y a une limite à ce qu'on peut dire qu'on est résilient. Oui, absolument. Il y a des points de rupture. On n'est certainement pas là au Québec, mais je pense qu'il ne faut pas abuser effectivement de cette tentation de dire « Ah! » Toute crise est bonne à vivre parce qu'on en sort plus fort. Nous serons appuyés, aidés, et peut-être que nous pourrons aller la retrouver sur notre autre plateau, la voir travailler, par Marie-Ève Damour. Marie-Ève est de la coopérative Lilo et elle utilise, pour faciliter les compréhensions d'enjeux, le support graphique. Alors, elle s'est mise à l'œuvre. Je pense que vous l'avez peut-être vu travailler dans un autre atelier. Elle sera avec nous pour la prochaine heure et théoriquement, à la toute fin, c'est elle qui aura non pas le dernier mot, mais la dernière image. Et comme ça vaut 1000 mots, une image, bien, peut-être qu'elle saura tout dire ce qu'on n'a pas réussi à dire. Et si je me taisais, on pourrait peut-être commencer à se mettre aux affaires. Mais c'est comme si ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de TV. Je suis super excité. Tout à l'heure, Maxime nous disait...
on l'a vraiment eu depuis quelques années, difficile à Gatineau. Question de bien comprendre et de bien revoir en images l'impact des changements climatiques, parce que c'est pas mal là que ça s'est joué, en plus de la COVID depuis 15 mois. Petit reportage sur les moments difficiles qu'ont vécu les habitants de la ville. Alors, gérer le chaos, compte tenu de ce que c'est à la hauteur de vos villes, beaucoup que ça nous intéresse, on a divisé ça en 3 thèmes faciles, cohérents. Le chaos tel qu'encaissé par les élus, donc vous, à la première personne, par les employés dans vos organisations et, bien entendu, par la population, parce que c'est ceux-là que vous voulez aider et que vous devez servir. On va commencer par l'impact sur les élus, parce que c'est un des thèmes, on s'est dit ça tout à l'heure, on est toujours en train de se dire « Ah, moi, ma misère n'est pas si grave que ça, puis quand je me compare », mais on a le droit aussi d'avoir à la première personne des doléances, de souffrir, même si on connaît personne qui est mort dans la famille. On a le droit d'être impacté, j'aime pas ce verbe horrible, affecté. Mais on a le droit de sentir qu'il y a des impacts. Sur les élus, peut-être qu'on peut commencer avec vous, Maxime, puisque vous en êtes un et vous en fréquentez. Qu'est-ce que vous tirez de conclusion de ce qu'on a traversé, de ce que vous avez traversé depuis 4 ans? Bien, c'est dur. C'est très dur. Puis là, je m'adresse aux élus, puis j'ai jamais fait, en fait. Parce que, comme vous disiez, moi, quand j'étais à la télé, les gens me disaient « Comment ça va, monsieur le maire? Moi, ma maison est au sec, puis ça va bien, mes enfants sont corrects. » Puis, alors qu'il y en a qui perdaient tout, là, tout. Là. Puis moi, je suis encore ému quand je pense à ces moments-là. Parce que les gens ont beaucoup souffert, mais les élus aussi, on est affectés. Tu sais, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais accueillir la douleur, là, c'est tough. Là. Porter sur ses épaules, je regardais les images, puis c'est ça qui me trouble un peu, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent. Là. Puis là, eux, ils te regardent, puis tu sais, il y a du monde modeste là-dedans, là. Je pourrais leur dire, mets-toi à sauter, là, puis ça va t'aider, puis ils le feraient, là, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont démunis de toutes les façons. Là. Ça fait qu'ils nous regardent, puis ils ont besoin de nous, puis ils ont besoin de réponses. Des réponses qu'on n'a pas tout le temps, des réponses qu'on ne connaît pas. Puis des fois, oui, on en a, puis heureusement, on est bon, puis on va en parler tantôt. Il y a des choses à faire pour se prémunir contre tout ça.
Mais il y a des élus qui vont rester marqués à vie. Tu sais, la conseillère du quartier, d'ailleurs, elle a gagné le prix de l'UMQ de la relève municipale pendant qu'elle avait les 2 pieds dans l'eau dans le quartier le plus chaud au Québec. Tu sais, puis elle n'est pas venue à l'UMQ cette année-là. Bien, elle, c'est toute sa vie là, qu'elle va avoir été transformée par ça, en partant en bien. Puis moi, je suis d'accord avec vous, la résilience, il y a toujours bien des limites. Là. Moi, j'aimerais mieux que la madame n'ait pas perdu sa maison. Là. Elle l'a perdue, ça fait que plus fort, je ne suis pas sûr. Elle n'est plus dans son quartier, elle habite à 20 km de là, elle a perdu ses amis, elle a perdu l'héritage que sa famille avait donné. La résilience, là, ça s'en serait passé de la crise. Oui, c'est parce que ça peut finir par nous faire développer de la mauvaise conscience, Rosemary, cette idée que si on traverse une crise et qu'on n'est pas résilient, bien, c'est qu'on n'est peut-être pas à la hauteur de la situation. Or, il y a des moments où on a le droit de ne pas être à la hauteur de la situation. Et d'ailleurs, une chose qu'on sait en psychologie de plus en plus, c'est si on accepte le fait que c'est douloureux, plutôt que d'essayer de faire comme si ce n'était pas. Donc, de surpasser ce stress-là de force, bien, si on l'accepte, c'est un peu comme dans les arts martiaux. On prend appui sur ce qui va bien pour traverser ce qui va mal. Et moi, je suis très touchée par ce que vous dites, les émotions que peuvent vivre les élus, parce que, vous savez, il y a un phénomène qu'on connaît bien, qui est le phénomène de la fatigue de compassion. C'est-à-dire, vouloir aider du monde, c'est pas neutre. Et donc, les professionnels de la santé vivent ça, particulièrement en ce moment. Les élus peuvent vivre ça parce que être élu, d'abord, être élu, le sens même d'être élu, c'est on vous donne le pouvoir. Alors, vous arrivez dans une crise et vous avez le pouvoir, mais l'exigence est tellement grande que vous pouvez ressentir de l'impuissance. Alors, c'est tout à fait le contraire de ce à quoi vous vous étiez préparé, mais en même temps, vous portez sur vos épaules la douleur des autres, et ça peut être fatigant, émotivement, pas juste physiquement. Surtout qu'on a 2 choses à faire contradictoires, parce que d'un côté, il faut un peu exprimer la douleur. Il faut que les gens sentent que ça nous affecte. Oui, absolument. Mais en même temps, il faut qu'on soit fort, qu'on soit le chef, puis nous autres, on dit on s'occupe de vous autres, inquiétez-vous pas. C'est quand même assez dur d'avoir l'air fragile. Mais est-ce que je peux vous arrêter sur cette question précisément? La capacité d'encaisser et les moments où bien, il faut vous protéger. C'est-à-dire que comme tous les élus qui nous écoutent, parce que j'imagine que tous, quand on choisit de servir la collectivité, c'est qu'on a à cœur que les choses aillent bien. Est-ce qu'il y a eu j'ai posé la question au premier ministre, j'ai posé la question à Mme Laforêt hier, est-ce qu'il y a eu des moments dans ces 4 dernières années où le trop-plein, je ne parle pas d'inondation, là, d'émotion, vous l'avez senti, parce que je vous ai vu les yeux quasiment dans l'eau tout à l'heure quand vous avez regardé vos images, où vous dites « plus capable ». Ben, moi, j'ai un peu de misère à en parler, mais mon équipe a appelé mon épouse, puis on dit « il faut que tu viennes ». Ah oui? Puis moi, c'est mon arme secrète. Fait que quand elle arrive, ça va mieux. À ce point-là? Bien, parce que, comme je vous disais, c'est 2 choses en même temps. Tu sais, moi, je ne veux pas le dire trop parce que c'est souvent pas ça le bon message, mais il faut qu'on soit fort. Tu sais, il faut que je sois à télé, là. Puis moi, il y a des gens qui m'ont... Il y a une dame qui m'a dit ça. Moi, c'est le plus beau compliment que j'ai reçu dans toute ma vie politique. Elle dit, vous occupez bien de nous autres. Oui, bien, c'est ça. Bien, il faut qu'à la télé, les gens sentent là, que le maire, là, puis le maire, là, c'est un statut particulier, hein, parce que le premier ministre, il est loin, le député, il est comme pas tant là, c'est-à-dire qu'il est là, mais il n'y a pas un pouvoir. Le maire, là, Gatineau, c'est toi, là, puis tu t'occupes de nous autres. Ça fait qu'il faut que faut que les forces municipales sentent qu'il y a un chef, qu'il y a un leadership fort, puis ça donne une pression que d'autres politiciens n'ont pas. Moi, je dirais que M. Legault l'a, les premiers ministres l'ont, mais après ça, c'est vraiment le maire. Puis même quand le premier ministre vient sur le terrain, moi, je suis là tous les jours, là. Puis dans 3 jours, je vais être encore là. Puis en fait, dans 1 an, quand les caméras sont parties, là, le maire, la mairesse est encore là. Puis il faut que la mairesse, elle soit debout et qu'elle réponde aux questions. Et encore là, à l'épicerie avec les gens qui sont encore là. C'est-à-dire qu'une fois que le spectacle médiatique ou l'attention de tous et l'espèce de trop plein de compassion, parce qu'il y a des moments où tout le monde est, je dirais, solidaire de l'effort, puis il y a l'après-crise où vous êtes encore là avec des rues qui n'ont pas été toutes nettoyées, puis des citoyens qui peuvent être encore malmenés. Puis souvent malmenés par la bureaucratie, puis les programmes, puis tout ça. Puis je dis, moi, puis je suis mal à l'aise à chaque fois, je dis ça, parce que c'est tout l'appareil municipal. L'employé à l'urbanisme qui reçoit quelqu'un dont la maison a été démolie, qui a de la misère à se reconstruire, qui a des règlements. Cet employé-là aussi, on va y revenir aux employés, mais tu sais, je dis le maire, mairesse, mais c'est toute la ville. C'est pour ça que les villes sont si précieuses. Nous autres, là, on s'occupe de notre monde tout le temps. Puis si on n'est pas capable de le faire, on se le fait dire.
puis comme vous dites, ils savent où j'habite, connaissent ma famille, puis ça fait une intimité qui ajoute au poids. Rosemary, la psychologue qui entend, je ne dirais pas la détresse, mais la difficulté objective de ce que c'est que d'encaisser tant d'émotions, d'ailleurs des fois en conflit, hein, parce qu'il y a la vulnérabilité, puis il y a, pardonnez mon expression, mais disons poliment, que des citoyens qui sont en pistolet, donc qui ne sont pas juste fragiles et vulnérables, mais qui sont en tabarnouche. 2017, c'était une année électorale. J'avais à la mairie une candidate contre moi qui était sinistrée, qui faisait une conférence de presse dans une chaloupe. Là, on ajoute un degré, là, parce qu'il y a la souffrance, il y a la gestion de la crise, puis il y a la partie politique qui se joue. Je reviens donc à notre thème, les élus. Est-ce qu'ils ont le droit d'abord d'être fragiles et de le montrer? Oui. Ce qui représente le plus psychologiquement un élu, là, c'est un père ou une mère de famille. Premièrement, à cause de la proximité. Hein? C'est sûr que, quand on dit des gouvernements de proximité, c'est sûr qu'être au municipal, c'est être plus proche de la réalité des gens. Et donc, il y a un facteur émotif qui est plus grand aussi. On a droit, donc, et vous l'exprimez très bien, vous représentez les gens en même temps que vous les guidez. Donc, vous êtes à la fois la personne qui doit les comprendre, mais la personne qui doit prendre des décisions qui, parfois, ne font pas leur affaire non plus. Et là, le vrai sens de l'empathie, c'est ça, c'est ce que vous avez décrit, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre pour dire « Oh, je comprends ton point de vue », mais aussi revenir à sa place, puis dire « Dans mon rôle à moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi et comment je vais me protéger? » Je ne veux pas ici faire de la sémantique. Vous avez choisi empathie plutôt que compassion parce que la compassion, c'est traverser la passion avec compassion. Être dans la douleur de l'autre. Les élus, vous devez être capable d'être un peu dans la douleur et de garder de la distance aussi. Sinon, vous ne pouvez pas jouer votre rôle. Est-ce qu'on peut parler d'un fin arbitrage entre les deux, Maxime? Oui, puis c'est difficile parce que des fois, il faut dire non. Tu sais, il y a un cas où il y a une dame qui perdait l'étage, l'édifice menaçait de s'écrouler, elle ne pouvait pas y retourner. Ça fait qu'elle était sortie avec sa sacoche. Puis là, elle me faisait la liste des affaires qu'elle ne reverrait plus jamais de sa vie, là. Là, c'est la photo de son père, puis elle disait, je perds mon troisième, sur le troisième étage, je perds mon... Moi, je me suis battu avec j'ai argumenté avec la direction du service d'incendie en disant, on peut-tu envoyer quelqu'un, on peut-tu trouver une façon de, je ne sais pas quoi, mais d'aller chercher que cadre, n'importe quoi, là, le minimum de souvenirs, puis là, je me battais pour une personne, ce qu'il ne faut pas trop faire, parce que c'est l'intérêt collectif, mais en même temps... Puis j'ai insisté, mes attachés politiques ont insisté, on a regardé, puis j'ai appelé directement le chef de police pour dire « OK, là, vous me confirmez que vous n'irez pas parce que vos hommes ou vos femmes seraient en danger. » Bien, j'ai rappelé la dame pour lui dire qu'on a tout fait. Mais ça aussi, c'est dur, puis c'est l'arbitrage entre certains cas, le faire individuel, parce qu'il y a juste moi qui peux l'aider. Il y a juste le maire qui a un petit peu d'influence sur... Et qui peut dire « Pour vous, on pourrait je vais peut-être vérifier avec le chef de police ou des pompiers. » Mais après qu'il m'a dit non, bien là, à un moment donné, c'est un expert qui... Et vous ne pouvez pas non plus, à tous les citoyens en situation de crise, dire « Pour vous, je vais le faire », parce que... Bien là, je ne suis plus en train de gérer la crise, puis c'est l'arbitrage dont vous parliez, il est là. C'est l'intérêt collectif versus des cas particuliers, là. Est-ce qu'on a le droit de craquer dans des moments de crise? Parce que des leaders politiques qui ont craqué sont toujours très sévèrement sanctionnés. Hein? Je me rappelle de Hillary Clinton en campagne qui a versé une larme. Soudainement, c'était la preuve qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait. Or, au contraire, peut-être, ça montrait qu'elle était capable d'émotions. Bien, vous savez, les émotions, là, ça ne fait pas perdre l'intelligence de personne, ça. Fait qu'on peut à la fois être brillant et émotif. Mais ce qui nous crée plus de tort, c'est quand on cherche à la cacher. Et plus on cherche à contenir, plus ça explose. Quand vous parliez de votre femme tantôt, c'est qu'il faut nécessairement être entouré de gens avec qui on pourra tout exprimer. Et même par rapport à la population, moi, dans un autre rôle, je me souviens d'avoir dit à mes membres, quand j'étais présidente de l'Ordre des psychologues, je vais être compétente et émotive. Parce que si je me mettais à faire semblant tout le temps que rien ne me touchait, ça m'épuisait davantage. Alors, vous avez le droit, hommes ou femmes, qui êtes des élus, vous avez le droit à vos émotions, vous avez le droit d'être entouré de gens qui peuvent les entendre, mais la force de vouloir tout cacher, ça, c'est trop épuisant. Ce qu'il faut dire, d'ailleurs, les gens, quand ils voient quelqu'un qui est ému, il y a des gens qui vont critiquer ça fortement, mais il y a des gens
qui vont être touchés aussi. Mais ça se peut-tu qu'on soit encore prisonnier de vilains stéréotypes à une époque où on essaie de les casser? C'est-à-dire, un gars qui montre ses émotions à un maire, il est un peu trop tendance. Là. Il s'expose au ridicule. Et une femme qui le fait, c'est la preuve, justement, qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour se tenir debout dans la crise. Et c'est absurde, évidemment. Oui. Ouais, est-ce qu'on a encore un peu de ça? Oui, il y a encore un peu de ça, malheureusement. Mais le nommer, au moment où on a une émotion, dire, comme vous l'avez fait tout à l'heure, j'ai trouvé ça génial, vous avez dit, j'ai encore une émotion quand j'y pense. Et le dire, ça donne tout son sens et c'est rassurant pour les autres. Parce que ça dit, il y a une émotion, mais il ne perd pas ses moyens. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la personne qui est en charge de nous perde ses moyens. Mais une émotion ne fait pas perdre ses moyens. Là-dessus, je me permets de dire qu'il y a une injustice face aux femmes parce que, tu sais, puis là, c'est piégé, ce genre de discussion-là, mais une femme va parfois pleurer plus facilement. Bon, ben ça ne veut pas dire que c'est une chef qui est faible. C'est juste qu'elle l'exprime comme ça. Moi, mon épouse, ça la choque parce qu'elle dit, là, je ne veux pas être en train de pleurer, mais c'est comme ça que j'exprime de temps en temps mon affaire, alors que ça n'enlève aucune valeur, aucune force, aucune solidité. Les inondations 2019, là, nos chefs, là, c'était Geneviève Guilbeault, c'était la générale dont j'oublie le nom, mais c'était... Et nous, on a une directrice générale. Fait que, tu sais, c'était 3 femmes. Puis c'était des vrais chefs, là, tu sais, qui sont au front, puis qui... Mais à partir du moment où on accepte, c'est pas un reproche que je vous fais, de dire que d'en parler est piégé, on réduit même l'espace de conversation. On ne devrait pas dire que c'est piégé. On devrait prendre le risque de se tromper ou d'employer le mauvais mot. Non, ne vous excusez pas, mais je vis ça à la radio, à la télévision. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne veut plus dire parce qu'on a peur de dire la mauvaise chose, puis on réduit l'espace de conversation. C'est pas une bonne idée si on veut changer les choses. Je sais que vous aviez fait vos devoirs, Monsieur le maire, sur la question des élus, puis rapidement, je veux passer à travers des suggestions que vous aviez à faire. Prévoir ou préparer l'imprévisible? Bien, nous autres, statistiquement, ce qui s'est produit à Gatineau, c'était impossible que ça se produise. Si ça avait été un film, ça aurait été un mauvais film. C'est trop de crises dans trop peu de temps. Et il faut le prévoir. Puis le prévoir, ça veut dire, dans certains cas, avoir du courage. Puis je vais donner des anecdotes. Nous autres, nos services municipaux nous ont recommandé d'avoir un centre de mesure d'urgence. Ça, c'est une grande salle vide qui coûte à peu près 800 000 avec des postes de travail et qui attend une crise. Qui attend une crise. Ils nous ont aussi dit, achetez-vous un quartier général mobile pour la police. Donc ça, c'est une espèce d'autobus que, quand la tornade frappe, par exemple, bien, en dedans de quelques minutes, notre quartier général est sur les lieux avec le monde, en plein milieu de la crise, capable de le gérer. Puis c'est police, pompiers, c'est tous les services d'urgence. Bien, notre radio, vaguement poubelle, a ri de nous autres pendant des semaines parce qu'on donnait des cadeaux, des jouets à nos policiers, là. Bon, bien, 4 années de suite, on l'a utilisé pas mal, ces ressources-là. Mais ça prend une certaine dose de courage politique pour répondre aux fonctionnaires. Parce que souvent, ça vient des fonctionnaires qui disent, voici ce dont on a besoin, là. Puis de prendre des mesures qui fait que quand la crise va frapper, on va être équipé. Fait que prévoir l'imprévisible, puis avoir le courage de dire, OK, c'est important. Vous aviez aussi inscrit dans ces devoirs bien préparés, Monsieur le maire, gérer les attentes. Et on pourra peut-être terminer avec Rosemary là-dessus, parce que c'est tough en Moses. Ah, c'est difficile. Je vais donner un exemple. Quand l'armée arrive, là, les gens disent on est correct. Bien, l'armée arrive, ils sont 60. Nous autres, on est 900 employés municipaux sur le terrain. Ça fait que les forces municipales ont une capacité d'action plus grande. Puis on pense que l'armée va faire des navettes entre les sinistrés puis l'épicerie. Ils font pas ça. On pense que les navettes, les soldats vont venir faire des sacs de sable. Ils font pas ça. Ils protègent les infrastructures collectives. Ils vont s'assurer, ils vont nous aider à nous, avec, par exemple, nos usines d'eau potable. Fait que les attentes sont là. Puis là, les gens disent, oui, mais ils font rien de ce qu'on veut qu'ils fassent. Puis ça, il faut que le maire aille à la télé dire, voici ce que nous on fait, voici ce qu'eux font, puis voici ce qui ne sera pas fait. Ouais. Quand tu es rendu à faire des navettes avec quelqu'un qui est à 700 mètres, dans un cas, c'était 6 km de la rive, là, parce que c'est un long chemin, là, on ne peut pas faire ça. On va canaliser 10 employés à temps plein pour s'occuper d'un sinistré, là. Fait qu'il faut les regarder dans les yeux, puis on dit, on ne fait pas ça. Ou bien des bénévoles le font à leur risque et péril, ou bien vous avez un risque de perdre votre maison parce qu'il faut que vous sortiez. Fait que, se préparer, gérer les attentes, c'est... Le calcul coût-bénéfice, à un moment donné, politiquement, il peut faire très mal. C'est-à-dire, quand vous prenez une décision, même si vous savez que c'est la bonne parce que vous sacrifiez une maison pour en protéger 50...
Moi, la décision la plus difficile de ce genre-là, là, puis je sais que je dévie un peu, mais c'est est-ce qu'on force l'évacuation ou non? Si on force l'évacuation, les gens ne sont pas là pour mettre de l'essence dans la pompe, donc ils perdent la maison. Puis si on ne force pas l'évacuation, peut-être que la maison tombe sur la personne. C'est moi qui vis avec le fait que... Quelqu'un est mort. Bien, c'est là où ça prend une bonne relation avec la fonction publique, entre autres. Ou quand on regarde le chef de pompier dans les yeux, puis il me dit, monsieur le maire, les gens, quand on leur dit de sortir, ils sortent. Parce qu'eux, ils regardent la maison, puis quand le danger arrive trop grand, bien, j'ai dit, quand ils vous écouteront plus, parlez-moi, parce que quand ils vous écouteront plus, on pourrait forcer. Mais entre-temps, on prend le risque. Rosemary, oui. Bien, dans les attentes, plus on est stressé, plus nos attentes sont élevées. Fait qu'il faut avoir ça en tête. Les attentes sont toujours plus élevées que ce que vous pouvez faire. Fait que c'est très bien de dire, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Mais l'attente principale, c'est qu'il y ait un capitaine à bord, qu'il y ait un chef. Comme dans une famille, on veut qu'il y ait un chef. Donc, de prendre des décisions, de réaffirmer que vous visez le bien commun, même si ça va à l'encontre des attentes de certains individus, ça peut être rassurant pour eux. Je dévie aussi parce que je veux passer à notre prochain thème ou notre prochain segment qui est inscrit dans notre plan de match. Mais sur la gestion des attentes, on en parlait aussi avant de commencer. C'est le risque de surcommuniquer à un moment donné, et particulièrement pour le dernier dans la chaîne hiérarchique, qu'il n'y ait pas d'appel quand on s'expose tout le temps, quand c'est toujours nous qui sommes au bâton. Il n'y a pas de possibilité de dire « je vais en parler au boss » parce qu'on est celui qui est l'incarnation du dernier des boss. Vous me suivez? Donc, oui. Est-ce qu'il y a des risques à un moment donné, puis moi je me suis posé la question au Québec avec la COVID depuis un an, de surcommuniquer? Oui, il y a un risque. Puis comme vous le dites, après, il n'y a pas d'alternative après le maire. Il y a peut-être le conseil, mais là, c'est pour ça que moi, j'aime l'idée que ce que M. Legault fait, puis ce que nous, on faisait aussi, là, où on est plus qu'un. Là. Il y a la direction du service de police, la direction du service d'incendie, et puis avoir la direction générale. Ça varie en fonction du type de crise. Ce qui fait qu'il y en a d'autres qui répondent, puis c'est pas que le maire ou la mairesse tout le temps. Justement, pour que s'il y a une erreur ou quelque chose qui est un peu mal exprimé, bien, on ait un recours auprès du maire. Alors, quand c'est le maire qui a fait une erreur, c'est plus compliqué, là. Donc, le danger de surexposer le maire, parce que la surcommunication, là, maintenant, on inquiète le monde à force de dire à quel point ça va mal. Puis, il y a aussi le fait que si le maire se trompe, il n'y a plus d'alternative. Là, ça ne peut pas... il faut... Protéger. Il faut protéger le maire, des fois, contre lui-même, dans un cas comme ça, parce qu'on veut y aller. Mais encore une fois, c'est le même paradoxe, parce que c'est au maire. Le maire a la légitimité, la responsabilité. Il est élu pour ça. Sa première job, c'est de s'occuper de son monde, fait qu'il faut qu'il soit là. Il ne faut juste pas qu'il soit là trop. C'est le jugement. C'est une fine ligne, n'est-ce pas? C'est une fine ligne, oui. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Rosemary? Bien, juste dire, il ne faut pas bombarder le monde de faits parce que ça augmente le traumatisme, mais donner du sens, être pédagogue par rapport à vos décisions. Donc, rendre vos décisions encore plus crédibles par pédagogie. Cette communication-là est extrêmement utile. J'avais dit qu'on a divisé en 3 l'exercice. Les employés municipaux sont évidemment... un public important en gestion de crise. Je dis un public parce que vous êtes à leur parler, à communiquer. Vous communiquez à vos citoyens, mais aussi aux gens qui travaillent avec vous. Et souvent, vos employés sont des citoyens. Hein? Vous disiez tout à l'heure, vous aviez même une adversaire, c'est loin d'être une employée, mais qui était au nombre des sinistrés. Donc, citoyenne, adversaire politique. J'imagine qu'il y a aussi des sinistrés employés. Il faut composer avec ça. Oui, donc il faut les protéger, il faut les aider à protéger leur maison. Il faut reconnaître leur extraordinaire générosité. Là. Nous, on avait des gens, là, notamment des cols bleus, là, qui étaient cols bleus le jour, bénévoles la nuit et sinistrés. Le photographe de la ville était sinistré, il faisait sa job le jour puis essayait de sauver la maison le soir. Puis parce qu'il voulait faire son travail, là, pas parce qu'on lui disait « il faut que tu restes là, tu veux être solidaire de ta ville. Tu peux t'occuper de ta maison. Des exemples comme ça, j'en ai. Dans la tornade, le plus émouvant que j'ai vu, on est au milieu de la tornade, c'est-à-dire que ça frappe à 5 heures, disons qu'il est rendu 11 heures le soir. Puis c'est le service des loisirs qui se transforme en service d'aide aux sinistrés. C'est vraiment des gens qui se connaissent, travaillent ensemble, puis leur rôle change complètement. Puis moi, il y a une dame qui s'occupe de la zone, puis là, c'est un vrai sinistre, là. C'est 1000, je me rappelle pas, 2336 édifices touchés, c'est quelques milliers de logements, c'est du monde. Puis c'est un quartier pauvre, encore une fois. Puis là, moi, je lui pose des questions, puis je lui dis, là, on peut-tu faire ça, on peut-tu faire... Tu sais, je la harcèle, puis quand le maire parle, c'est un peu stressant pour l'employé qui est là.
À un moment donné, je suis en train d'y demander des affaires. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Caroline, c'est le temps d'aller allaiter. » Elle s'en va dans un petit local, elle allaite son bébé naissant, puis elle revient travailler. Ça, là, c'est le mot héroïsme, là, je ne sais pas s'il est exagéré, là, mais je pense pas. C'est vraiment quelqu'un qui aurait pu être ailleurs avec son bébé. Bien, des employés qui ont fait des choses comme ça, il y en a plein. Il y en a qu'on voit, les pompiers, les policiers, des femmes comme elle qu'on ne voit pas. Il y a la directrice des approvisionnements. On avait, nous, là, la ville de Gatineau avait plus de sacs de sable que n'importe quelle ville au Québec. Elle en avait acheté à Winnipeg, elle était rendue aux États-Unis. On avait vidé le Canada en sacs de sable parce qu'elle était plus vite, plus efficace que les autres. Bien, on ne l'a jamais su, mais tu sais, elle est dans son bureau, puis son équipe fait des téléphones, sont extraordinaires, mais c'est grâce à elle qu'on est capable d'alimenter nos bénévoles. Fait que les employés sont précieux, là. Puis je pourrais vous parler des syndicats longtemps qui ont toujours collaboré. Vraiment, évidemment, ils protègent leur monde puis ils font leur travail comme on le fait tous. C'est ça leur travail. Mais on n'a jamais eu d'enjeu, puis tout se fait hors convention, là. Tu sais, je veux dire... Il est impossible, évidemment, de dire on va respecter à la convention en crise. Bon, bien, c'est des partenaires, là, on travaille comme ça avec eux là, pendant, en fait, 4 ans, là, toutes les crises qu'on a eues. Fait que le lien de confiance puis la capacité de travailler ensemble qu'on a construit avant les crises, là, c'est payant après la crise, pendant la crise, parce que là, on se fait confiance. Sur cette question très précisément, Rosemary, puis moi, j'imagine que c'est vrai pour un couple. Je ramène toujours ça à la plus petite unité. S'il y a de la confiance dans un couple pendant des années, bien, la crise qui, inévitablement, quelles qu'en soient les origines, va arriver, parce qu'il y en a dans toutes les couples, bien, cette crise va être plus facilement solutionnable s'il y a de la confiance en amont. Absolument. Si les relations qui ont précédé la crise sont difficiles ou même inexistantes, à couteau tiré, pas de chance que dans une crise, ça aille bien, hein? Bien oui, parce qu'en plus, dans la reconnaissance, il faut d'abord qu'il y ait de la connaissance. Donc, pour reconnaître ce que fait votre personnel, il faut que vous le sachiez, ce que fait votre personnel. Donc, il faut que la relation, elle soit déjà établie au point de départ et qu'elle soit quotidienne. Donc, il y a quelque chose de solide. On sait que nos dirigeants savent ce qu'on fait et à partir de là, on peut en faire plus, puis on sait qu'on va être reconnu de façon authentique. Oui, la qualité de la relation, tout ce qui est clivage. Hein, vous parliez tout à l'heure de tomber en pleine campagne électorale, ce qui était... Bon, tout ce qui est... Eux autres sont bons, eux autres sont mauvais. Les pros-ci, les contre ça nuit énormément. Parce que chacun se dit, moi, mais de quelle barre je suis, moi? Fait que de voir une collaboration entre le personnel dans leurs différents rôles, le maire qui reconnaît ça, les syndicats, je pense que ça a dû aider beaucoup, beaucoup à traverser la crise, mais à survivre psychologiquement après. Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse, tout à l'heure, on parlait d'investissements qui sont politiquement difficiles à justifier quand il n'y a pas de crise, un quartier général mobile. Est-ce que l'investissement dans la qualité de ces relations de travail, quand il n'y a rien de grave à l'horizon, est le meilleur garant pour traverser une crise quand ça va mal, évidemment? Alors, définitivement. Vous savez, plus on construit sur quelque chose de solide, plus il reste un espace pour gérer quelque chose, un surplus. L'exemple du couple était bon tantôt. L'exemple, effectivement, de bâtir, d'avoir les mécanismes, les moyens, mais ça fait en sorte que si on rajoute un stress, il y a une base solide sur laquelle s'appuie. Inversement, puisque vous parlez de stress, Rosemary, pour les maires, mairesses, administration, les cadres, et on en parlera, on n'est pas, je dirais, entraîné, en tout cas souvent, à gérer des équipes en situation de stress plus. Et je reviens à l'exemple de quelqu'un qui a des responsabilités dans la chaîne hiérarchique et qui, en même temps, est sinistré. Parce que quand c'est une crise qui se passe ailleurs et qu'on est requis, c'est pas pire, on ne se sent pas personnellement interpellé. Mais quand la cave est remplie d'eau et qu'on nous dit, bien, tu n'as pas le temps d'y penser parce qu'il faut que tu t'occupes de la cave ou des caves, de bien du monde, j'ai l'impression que c'est différent. Que l'urgence ne cogne pas à la porte de la même façon, puis que notre concentration n'est pas la même. Mais ça, les gestionnaires doivent en tenir compte. Oui. La chose dont la personne a besoin comme employé, c'est que ce soit reconnu. Dire, on le sait que vous traversez vos crises personnelles et on donne des ressources, on donne des moyens pour que les gens aillent à leurs propres urgences aussi, comme vous disiez. Mais on est capable, vous savez, l'être humain est très, très fort. On est capable d'aller chercher des ressources supplémentaires. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le faire trop longtemps et on n'est pas capable de le faire sans être soutenu par une compréhension plus générale de ce qui se passe dans notre vie. Ça s'appelle donc des espaces de respiration. Voilà.
c'est ça. Il faut les donner. Oui. Puis il ne faut pas laisser notre monde être des héros. Il ne faut pas demander à tout le monde d'être un héros. temps plein. Ça, c'est une autre chose. C'est que dans une équipe, il peut y avoir un héros, puis il peut y avoir l'autre qui, elle, a besoin d'être chez elle pour allaiter son bébé. Tu sais, tout le monde n'a pas besoin d'éteindre un feu et d'allaiter un bébé en même temps. Fait que, puis on a le respect des différences individuelles, c'est ce qui est le plus gagnant et c'est ce qui prend le plus d'investissement, qui prend le plus de temps, parce qu'il faut connaître ces différences. Il faut avoir pris le temps de connaître ces équipes avant. Une des choses qui est... ça rejoint un peu ce que vous dites de reconnaissance. Un des défis des politiciens, c'est qu'il faut qu'on défende notre monde aussi en situation de crise, parce qu'il y a toujours des boubous, là, il y a toujours des situations où on aurait-tu dû faire ça un peu plus vite, on aurait-tu dû... Ça fait qu'il faut aussi que l'élu, maire ou mairesse, le chef ou la chef à ce moment-là, explique ce qui s'est passé, que l'équipe, ils ont fait leur possible, qu'il y avait quelques scénarios, ils ont choisi celui-là, ça n'a pas marché. Il faut aussi que les employés, parce qu'on est très critiqués, regardez ce que M. Legault vit, l'appareil étatique, là, il est scruté à la loupe, puis chaque... Fait que, d'une part, il ne faut pas accepter trop d'erreurs. Bien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter les erreurs, il faut corriger quand on fait quelque chose de... Mais d'autre part, il faut expliquer que, non, notre monde, là, ils se battent avec les moyens du bord, ils n'ont jamais vécu ça, on est dans des territoires inconnus. Fait qu'il faut aussi qu'ils se sentent défendus par l'élu. Parce que sinon, ils s'en vont au front, ils se font taper dessus par les journalistes, il y a des photos qui sont un peu gênantes, puis ils n'ont personne qui les défend. Puis eux ne peuvent pas le faire, ce pas des politiciens. Puis forcément, il y a une zone de risque. Donc, il faut avoir le droit à l'erreur. Il faut avoir le droit à l'erreur. Ça aussi, c'est un peu complexe quand on parle... Est-ce que ça peut se demander à ces citoyens, le droit à l'erreur quand on est maire, mairesse? Oui. Mais est-ce qu'on peut plaider ça? Parce que je me pose la question. Oui. Si François Legault disait en point de presse, écoutez, sur ça... Franchement, on a pogné deux et même 3 strikes, on s'est trompé. Je vous demande de comprendre. Est-ce que ça se joue, ça, politiquement? Ça se joue, puis je pense que les gens le reconnaissent. Les gens sont plus... Quand on fait confiance aux citoyens et qu'on leur explique, l'immense majorité comprennent puis acceptent. Il faut juste pas faut qu'on leur dise la vérité. Voici ce qu'on pensait qui se produirait, puis voici ce qui s'est produit. Bien, on a fait une erreur, on a fait un mauvais choix. Puis dans d'autres cas, bien, c'est un bon choix. Moi, je pense que dire la vérité aux citoyens... L'impact principal, c'est qu'ils nous font confiance. Ça fait qu'ils vont comprendre que le maire, bien, c'est pas parfait dans tout, là. En général, oui, là, mais bon. Ça fait qu'ils vont comprendre quand on explique ce qui s'est passé puis pourquoi ça s'est passé. Puis moi, je fais confiance au monde, on se trompe pas souvent. Êtes-vous game de me dire ou de nous dire, parce qu'il se trouve qu'on est avec 2 ou 3 autres personnes à la maison qui nous regardent, ce que vous avez découvert pour le meilleur et pour le plus inquiétant, je ne veux pas dire le pire, de vous à travers ces crises. Parce que, d'abord, être un chef, ça ne s'apprend pas à l'école, ça se vit au quotidien, puis à travers peut-être des crises. Je pense que Churchill et Roosevelt ne seraient pas devenus les personnages qu'ils ont été s'il n'y avait pas eu la guerre, donc les crises qu'ils ont traversées. Exactement. Qu'est-ce que vous avez découvert, Maxime, sur vous-même d'extraordinaire, pas d'inquiétant, mais d'insoupçonné à travers la crise? Je ne sais pas si j'ai assez de distance pour regarder tout ça. Tu sais, moi, j'ai souvent senti que j'étais à la bonne place. Tu sais, que je me disais que la vie m'avait comme construit pour arriver là puis être capable de faire face à ça. Pas nécessairement la perfection dans tout, mais être capable. Tu sais, moi, j'avais vécu quelque chose. Une fois, on combattait des feux de forêt, puis à un moment donné, quelqu'un arrive, puis il dit « C'est qui? » On était des planteurs d'arbres, on s'était fait recruter. Puis il y a quelqu'un qui arrive, puis il distribue une feuille, il fallait qu'on signe les papiers, il fallait qu'il détermine qui était le chef. Mais les 3 autres m'ont regardé, puis moi, j'ai tendu la main. Tu sais, M. Landry disait ça. Il disait il y a quelque chose de naturel dans le leadership. Tu sais, des fois, dans une foule, on sait... Lucien Bouchard rentrait dans une salle, puis on savait que c'était lui le chef. Tu sais. Moi, je me suis jamais senti pas à ma place. Puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, puis j'ai fait des erreurs. Là, tu sais, il y a des choses où... comme par exemple, la présence sur le terrain. Dans les premières inondations, les premiers jours, là... on me disait, OK, il faut qu'on prenne le temps de regarder, allez-y pas trop vite, faut qu'on... On se préparait, il fallait que j'aille là la première seconde, il fallait que j'aille rencontrer du monde, puis ça m'a pris quelques jours. À la tornade, là, je suis allé tous les jours au centre des sinistrés, je suis allé tous les jours, puis ça fait que tu es même meilleur à la télé, là, parce que
tu es en symbiose avec les gens. Les gens, ils sentent que tu comprends exactement ce qu'ils vivent. Tu donnes des petits exemples, les citoyens disent, hey, lui, là, il était là. Il était là. Bon, bien, dans ma première crise, là, si j'avais à refaire le travail, là, les 5-6 premiers jours, là, j'ai pas eu les bons réflexes. Ça fait que ça, j'ai appris ça, là, cette espèce d'importance-là. Tu sais, je suis un cérébral. Ça fait que moi, je veux comprendre la patente. Puis c'est même pas vrai. C'est même pas vrai, Maxime, que vous êtes un cérébral, parce qu'on l'a vu, il y a aussi de l'émotion. Un cérébral peut avoir des émotions et peut se faire aller le cerveau en fonction de ce qu'il ressent. C'est peut-être que le côté cérébral était trop là au début, alors que j'avais comme une espèce de grosse émotion. On vivait quelque chose d'inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Là? On ne sait pas. Puis quand vous disiez tantôt, est-ce qu'on a appris des choses collectivement? En 2019, là, la ville de Gatineau, là, et je pèse mes mots, on était des génies pour gérer la crise. Parce qu'en 2017, on avait tout fait. On était en avant du gouvernement là, une semaine de temps. On était en avant des citoyens, ils sont meilleurs que nous autres, mais disons 5-6 jours en avant d'eux autres. T'sais, quand ils commençaient à nous demander des sacs, on disait, sont là, puis il y en a 7000. Puis après, c'était des pelles, il y en a là, puis on était là, on avait appris d'une façon extraordinaire de 2017. Là, on était dur à battre à tous les égards. Là. Avant qu'on ne se quitte sur ce bloc employé, on a parlé évidemment de vos relations avec les syndicats, on a parlé de ceux qui sont au front tous les jours dans une crise. Vous avez des cadres qui sont peut-être... dont les impacts sont moins chantés. C'est des héros peut-être des fois plus discrets. Ça compte aussi. Ah, énormément. Moi, je pense qu'ils font partie des héros oubliés de ça parce qu'ils sont dans un bureau, sont souvent loin du terrain, mais c'est eux qui ont la responsabilité. Tu sais, je dis, je me moi la responsabilité, mais je m'appuie sur un nombre de cadres relativement limité. Puis, tu sais, quand tu es la directrice de l'environnement, là, puis que le scénario que tu essaies de gérer, c'est qu'on perd l'usine d'épuration des eaux parce qu'on est à 10 cm de la perte, 10 cm d'augmentation. La perte, là, c'est à peu près 150 000 personnes qui voient des eaux brunes remonter. Là. Ça fait que c'est une catastrophe d'inondation, mais c'est une catastrophe sanitaire. Je le dis comme ça a l'air spectaculaire. Les chances qu'on y arrive, les risques qu'on y arrive n'étaient pas grands, mais c'était une réalité. C'est 10 cm pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Oui, c'est 10 cm. Là, quand tu es le cadre responsable de dire aux mains qu'est-ce qu'on va faire, je veux dire, elle a ses épaules. Puis là, je donne cet exemple-là, mais pendant ce temps-là, elle gère l'ensemble des services de l'environnement de la ville qui sont extrêmement sollicités d'une inondation. Là. À quelques centimètres tous, dans le fond. Oui. Ça, c'est des gens aussi qui sont marqués. Puis c'est des gens qui ont comme vous disiez, il y en a qui sont bons ou bonnes, puis qui sont capables. Il y en a d'autres qui ont besoin d'aller prendre une petite pause un peu plus souvent que d'autres. Puis c'est pas... Puis en fait, je ne devrais pas dire bon ou bonne, mais on a chacun nos capacités. Puis il faut tenir compte des capacités de chacun, chacune. Puis ça, ça prend des gens sensibles puis qui s'écoutent les uns les autres. Mais en même temps, ça contribue tellement au bonheur de travailler, de savoir que notre travail a du sens, que notre rôle est important. Alors, ces gens-là ont dû aussi sentir toute l'intensité de leur rôle, le sens pour la population, pas juste pour les élus, mais pour l'élu qui, lui, est soulagé du fait qu'ils le font et pour la population à qui ils rendent service. C'est ça qui nous permet de traverser les crises. C'est de sentir qu'on est utile à quelqu'un là-dedans. Et on le sait à quel point, même actuellement dans la crise qu'on traverse, les gens qui ont l'occasion d'être utiles aux autres, non seulement ils font du bien aux autres, mais ils se font du bien à eux-mêmes. Je ne veux pas avoir l'air de savoir de quoi je parle en citant Viktor Frankl, le psychologue, psychiatre aussi, psychanalyste. Mais l'exemple est intéressant parce que vous parlez, Rosemary, de sens. C'était le cœur de sa pratique. Ceux qui, dans les camps de concentration, ont survécu n'étaient pas nécessairement les plus forts, les plus costauds, mais ceux qui voyaient un sens à l'existence, il n'y en avait plus. Donc, la logothérapie, c'était qu'est-ce qui donne du sens à mon existence? Est-ce que c'est possible que, pas qu'on sorte grandi, mais qu'on trouve une espèce de satisfaction sans mauvaise conscience à être utile dans une crise? Mais ça, dans toute organisation, vous le disiez très bien qu'il faut préparer la crise. Mais une des bonnes façons, puis pour tout le monde, c'est que tout le monde devrait savoir exactement
qu'est-ce que ça rapporte, son rôle à lui dans l'organisation, de façon régulière. C'est ça qui va renforcer son courage, sa force, sa résistance quand il va faire face à une crise. Est-ce que vous l'avez mesuré? Parce qu'au-delà des difficultés, là, des employés qui ont la banane parce qu'ils savent qu'ils ont été utiles, des cadres, des gens qui sont comme « Hey, c'est plate qu'une crise nous mette dans un état d'euphorie », mais c'est un peu ça aussi quand on est utile. Je trouve ça intéressant que vous disiez. Moi, j'avais préparé à la fin de la section ce que ça fait aux élus, puis je m'étais dit des difficultés. Ma dernière phrase, c'est que ça donne aussi un sens à la vie. C'est exactement ce que vous disiez. Parce que, tu sais, ma mère dit que le sens de la vie, c'est que quand tu t'en vas, il faut que tu laisses la maison un peu plus propre que quand tu es arrivé. C'est plus compliqué que ça, mais si je résume. Puis ou l'hôtel de ville. Aussi. Ou l'hôtel de ville. Ou l'hôtel de ville. Moi, quand la dame me dit « Vous occupez de bien de nous autres », bien, tu sais, quand les fonctionnaires sentent que, comme en 19, là, on était les meilleurs, là, mais de loin dans tout, là. Puis je dis ça avec beaucoup d'humilité. Bien, les fonctionnaires étaient fiers. Tu sais, notre machine était rodée là, au quart de tour. Là. La tornade, là... Amenez-en des catastrophes. Amenez-en, là. Puis même la tornade a frappé à 5h10. Ça a pris quelques minutes. Évidemment, les pompiers, les policiers occupaient le terrain. La STO, la Société de transport de l'Outaouais, arrive pour que les gens se réfugient dans les autobus. En minutes, là, la ville de Gatineau s'occupait de son monde d'une façon... Bon, bien, les fonctionnaires qui ont vécu ça, puis qui avaient préparé ça, puis qui avaient organisé ça, puis même financé ça, tu sais, ça va jusqu'au service des finances, là, c'est tout le monde, là. Bien, quand ils se couchent le soir, ils sont fiers, ils sont fatigués, mais ils sont fiers aussi parce qu'on s'est occupé de notre monde, puis c'est ça notre but. Mais la preuve du succès, j'imagine, dans ce cas-là, c'est quand la ville s'organise et qu'on n'a même pas besoin du maire ou de la mairesse. Vous avez bien fait votre job. Non, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que si les équipes... C'est une boutade, mais si la machine se met en place comme naturellement, de façon organique, c'est que votre travail de préparation, vous l'avez bien fait. Absolument. Je vais dire bien fait, mais c'est ça, vous l'avez bien fait. On l'a bien fait, le travail. Est-ce qu'on peut aller voir du côté peut-être de Marie-Ève comment évolue cette image? Je ne sais pas si c'est possible de faire les choses si spontanément. Sinon, on trouvera certainement une autre occasion d'y retourner parce que je vois qu'elle travaille quand même pas mal fort. Notre objectif, c'était de dire qu'elle aura le fin mot ou la dernière image. Ça me semble... il va falloir prendre le temps de l'analyser parce qu'il y a du stock dans cette image-là. C'est une bande dessinée complète, quasi. Et bien, gérer le chaos. Il nous reste un chapitre à gérer le chaos. Bien, c'est à la hauteur de ceux que vous servez, les citoyens. D'abord, est-ce que On a eu aussi cette conversation avant de commencer, Rosemary. J'ai dit, on vit dans un monde où on veut tous avoir des droits, des privilèges, mais des responsabilités, on trouve ça moins le fun. Quand on est citoyen d'une communauté, on a aussi des responsabilités. Puis ça fonctionne. Je veux dire, vos gens se sont présentés, les bénévoles étaient là. Moi, si je me représenterais, je serais probablement moins crédible dans ce que je vais dire, là, mais les gens de Gatineau là, sont extraordinaires. Une des grandes erreurs qu'on a faites dans la première inondation, c'est qu'on a dit on a besoin de bénévoles, appelez au 311 pour vous inscrire, parce qu'on voulait structurer l'affaire. Le 311 a explosé. Je veux dire, on a perdu le 3-1, il y avait trop de monde. Ça fait que là, on a dit, non, c'est fini. On n'est plus capable de répondre aux gens qui ont besoin d'aide. C'était pas le 9-1-1, mais quand même le 3-1. Chaque fois qu'on a demandé de l'aide, notre opération pour faire des sacs de sable, là, j'ai plus tous les chiffres frais en tête, là, mais on a pu multiplier au moins par 3 la capacité de livraison de nos cols bleus. Là. À un moment donné, on a dit à l'armée, là, si vous voulez des sacs de sable, là, nos citoyens en font, là, on va gérer l'Afghanistan tellement on est bon. Puis des moments émouvants. Là. On a ouvert un aréna, puis les gens, on avait des tables, nos cols bleus avaient organisé ça. Bien, je dis les cols bleus, mais c'est beaucoup les cols blancs aussi, avaient organisé, avaient structuré l'intervention. Bien, on est obligé de faire un petit tas pour les enfants avec les familles parce que c'était dangereux. Il y avait des camions qui se promenaient, puis moi, il y avait ça, les petits-enfants qui faisaient leur part pour leurs voisins. En sortant, je croise une dame qui avait, je ne sais pas quel âge, mais 72, 13, puis elle avait mal partout. Elle dit, là, j'ai fait quelques sacs, je m'excuse, il faut que je me repose. Reposez-vous, madame. C'est juste que vous soyez là, moi, je suis content. T'sais. Fait que les citoyens, on ne s'est jamais trompés. Quand on leur a demandé de l'aide, quand on leur a dit « faites plus telle affaire », quand on leur a dit
quand on a dit aux gens, là, écoutez, restez chez vous tant que vous pouvez. Tu sais, le fédéral, on a à peu près fermé le fédéral, là, oui. parce que quand on a perdu la 50, la ville était coupée en deux, puis c'est quand même 150 000 d'un bord, 150 000 de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce lien à peu près entre les deux. Il y a deux liens, puis nous autres, on était fiers de dire que le MTQ avait perdu à 50, puis nous autres, on avait gardé l'autre lien, l'autre boulevard, parce que c'était un boulevard municipal. Fait qu'on avait, la ville n'était pas complètement coupée en deux, mais il y a un hôpital de chaque côté de la rivière, ça fait que c'est complexe. La ville était vide quand on est dit aux gens « restez chez vous ». La ville était morte. Les gens ont écouté là, comme ça. Puis je pourrais vous donner des exemples là, des citoyens qui se sont... Pour le ramassage des sacs de sable, là, per capita, là, on avait quelque chose comme 100 fois plus de monde qu'à Laval. Per capita, là. Les citoyens de Laval vont avoir mauvaise conscience. Plus, là. Mais on se comparait aux autres villes, puis notre monde, là, était... Quand, à un moment donné, la deuxième inondation, les gens disaient « qu'est-ce que les citoyens peuvent faire? » Puis on était tellement rodés, puis malheureusement, il y avait moins de sinistrés parce qu'il y en a qui avaient quitté, là, les maisons avaient été démolies. On a dit « on a besoin d'argent. » L'argent est rentré, là. C'est vraiment, là, les citoyens de Gatineau étaient extraordinaires. Leur faire confiance, là, je dirais aux citoyens en général, on ne se trompe jamais. Eux autres aussi, ils ont besoin que leur rôle ait du sens. Donc, si on leur donne la possibilité de faire quelque chose, non seulement ils prennent la responsabilité, mais ils ont le sentiment de participer à la solution. Ça, c'est la meilleure chose pour se sortir du problème, de son problème personnel. Ça, c'est un conseil à toutes les villes, là. Préparez-vous à harnacher la volonté d'aider des citoyens parce qu'elle va être phénoménale. Alors, sur cette question, parce qu'on traverse une crise totalement atypique, celle où, je disais à la blague, la proverbiale lumière au bout du tunnel est repoussée de fois en fois. Le tunnel s'allonge comme le nez de Pinocchio. On ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver au bout. Harnacher la bonne volonté des gens quand on ne sait pas. Une inondation, à un moment donné, on est capable de dire il y a des calculs hydrométriques, dans 3 jours, ça va baisser. Pandémie, c'est plus compliqué. Ça brûle en Inde, c'est en régression en Amérique, on ne sait pas trop ce qui nous guette. Est-ce qu'il y a un risque de fatigue quand on harnache la bonne volonté? Rosemary, à la lumière de ce qu'on a traversé depuis 15 mois. Ah oui, absolument. Actuellement, ce qu'on voit comme symptômes, c'est plus des symptômes de fatigue qui vont exacerber les émotions d'anxiété et de tristesse qui sont déjà là. Donc, le New York Times a publié un article sur le languissement et ça a eu énormément de succès, cet article-là, et ça a mis ce mot-là, en français, languissement, dans la tête des gens. Les gens se disent, je suis pas déprimé, mais j'ai plus le goût de rien faire. Parce que pour avoir le goût de faire quelque chose, il faut que je sente que ça va faire avancer les choses, que je vais m'approcher de la dite lumière. Donc, moi, je dis aux gens, votre bien-être, là, il faut que vous vous en occupiez maintenant. Il ne faut pas que vous vous disiez, quand la crise va être finie, je vais être mieux. Tout de suite, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être mieux? Parce que quand est-ce qu'elle va finir, puis comment, ça, c'est une autre histoire. Mais de votre point de vue, puisque vous avez des exemples quasi concurrents, des inondations en 17, la tornade 18, des inondations en 19, des moments ponctuels. Et là, cette crise différente, qui dure et qui dure et qui dure longtemps. Pour vous, d'un point de vue de gestion de chaos, c'est quoi la distinction à faire? Je dirais qu'il n'y a presque pas de comparaison possible. Par exemple, aller sur le terrain, c'est facile quand c'est une tornade. Il est où le terrain quand c'est une COVID? Là? On ne peut pas parler au monde, il ne faut pas aller les voir. Moi, à un moment donné, je faisais des téléphones, j'appelais les clubs d'âge d'or, j'appelais les associations de quartier en disant, pour qu'ils me disent ce qui se passe dans leur quartier. J'avais l'impression d'être un capitaine qui est à 300 km de son bateau. Tu sais, je ne savais pas ce qui se passait dans ma ville. C'est vraiment une crise qui est complètement autre, où on dépend. C'est pour ça que moi, je crois dans la... Tu sais, il faut que les associations, il faut que les villes soient fortes. Je ne veux pas sombrer dans la réforme municipale, mais ça prend des villes qui sont plus fortes au niveau fiscal, au niveau du champ de compétences, au niveau légal, pour qu'on soit capable de faire face à un peu n'importe quoi puis se virer de bord. Comme nous, une des choses qu'on a faites avec nos employés dans le COVID, c'est qu'on a appelé, je ne me rappelle pas combien de milliers, mais je pense que c'est 6 000 personnes dans les quartiers les plus vulnérables, des gens qui habitaient seuls. Tu sais, on y va avec des listes, tout ça. Comment vous allez? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Vraiment, les gens les plus isolés. Bien, on a référé quelques centaines de personnes au réseau de la santé. Tu sais, on a trouvé des gens qui étaient isolés. Vous êtes allé au-devant, dans le fond de la crise. On est allé au-devant. Puis même, il y a 2 semaines, on a annoncé qu'on prêtait 66 employés
à temps plein pour 2 mois au réseau de la santé pour être sûr qu'on n'échappe pas à la campagne de vaccination en Outaouais parce que notre réseau de la santé est plus fragile. Bien, des décisions comme ça, tu les improvises en fonction de la crise. Pour être capable de les faire, ça prend une ville qui a des finances saines, qui a un cadre légal facile, tu sais, puis là-dessus, je pourrais en parler pendant des heures. Là. On est dans de la préhistoire, le monde municipal, au niveau de notre cadre d'action. Pour quelqu'un qui ne baigne pas dans ça en 30 secondes, là, qu'est-ce qui est si préhistorique? Le cadre légal, si on veut faire quelque chose, il faut que ça soit dans... On n'a pas un champ de compétences où on dit, OK, là-dedans, on se débrouille. Fait qu'on demande à Québec des exemptions constamment. La fiscalité, là, gérer des crises, moi, je fais ça avec la taxe foncière. Je suis posé réparer des routes avec ça. Fait que je prends de l'argent qui va à d'autres choses pour m'occuper de mon monde, lutter contre l'itinérance, lutter contre la pauvreté, etc. Fait que les villes font des miracles avec une main attachée dans le dos. Mais dans le fond, quand on parlait de la beauté de l'agilité hier avec la ministre des Affaires municipales, c'est un peu le prix à payer pour être préhistorique en d'autres choses. C'est-à-dire qu'il faut être agile parce que vous n'avez pas la marge pour opérer. À imaginer ce qu'on ferait si on avait un champ de compétences, une fiscalité normale, là, puis un cadre juridique clair. Là. Ça serait extraordinaire. Les gouvernements seraient jaloux de nous autres parce que c'est nous autres qui régleraient les problèmes. Quand ça va mal en itinérance, c'est mon téléphone qui sonne en premier. C'est pas ma responsabilité, mais c'est mon téléphone qui sonne en premier. Si j'avais un moyen d'action, là, moi, je pourrais dire aux autres gouvernements exactement, vous faites 1, 2, 3, puis vous réglez le problème. Là, j'ai pas l'expertise, j'ai pas l'argent. Pourquoi vous arrêtez la vie politique, Maxime? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que vous avez du carburant, vous avez envie de régler des affaires. Avez-vous d'autres ambitions? Mais pendant que je suis en train de parler de ça, je devrais être en train de m'occuper de gérer ma ville. Puis ça, bien, ça fait 12 ans. Dans 2 minutes, vous pouvez y retourner. C'est ce qui nous reste. Vous allez repartir. Parce que là, vous avez abandonné votre ville. Vous êtes à Montréal. Oui, c'est vrai. Bon, vous stouler. C'était pour voir Mme Charest, là. Je comprends. Ça valait le détour. Ouais. Sur cette question de ce qu'on demande aux citoyens, de la fatigue, puis je pense à l'adhésion, par exemple, à des mesures qui sont très difficiles à respecter. Puis c'est clair que François Legault ne se lève pas le matin en disant « j'ai envie de faire chemire mes concitoyens ». Il a fait au mieux de ce qu'on lui donnait. Mais est-ce qu'il y a des points au-delà de lesquels il faut donner un peu de slack, quelles que soient les circonstances? Je ne parle pas de la pandémie particulièrement, si on veut que l'adhésion soit au rendez-vous. Absolument. La meilleure façon de motiver du monde à suivre quelque chose, c'est de leur donner une marge de choix. Vous savez, un enfant, là, on lui dit, t'es à la maternelle, on lui dit, t'as le choix entre ce pantalon-là et ce pantalon-là. Tu lui dis pas, mais ce que tu veux. Mais tu lui donnes un choix. Et c'est la même chose, je trouve, par rapport aux mesures. Si les gens s'approprient la décision de suivre les mesures parce qu'ils ont le choix entre ça et ça. Quand c'est pas cette impression qu'on nous l'a imposée, qu'il n'y a aucune marge. Ça va mieux. Ouais, je le conçois très bien. Puisqu'on arrive à la fin, on est même arrivé à la fin et que je veux faire en sorte que la journée se déroule bien, qu'on n'ait pas empiété sur le terrain le temps des autres. On va aller à la conclusion avec Marie-Ève, voir ce qu'elle nous a illustré de cette conversation. La proposition que je vous fais, c'est je pense que nous allons faire en sorte qu'il y ait une photo faite de cette œuvre, de ce tableau, et que ça soit communiqué pour que vous puissiez tous l'apprécier, la découvrir, l'œuvre, parce que c'est riche. Il y a beaucoup de choses et je suis certain que c'est possible. Je suis certain que l'autrice, la dessinatrice accepte. N'est-ce pas, Marie-Ève? On peut faire une photo et la partager. Elle fait dire « thumbs up ». Ça marche. C'est oui. Thumbs up. Alors, vous allez avoir photo de la chose pour pouvoir l'interpréter, la découvrir dans le détail. Merci à vous deux. C'est le temps de dire mot de la fin. Ce qu'on n'a pas eu le temps de dire et qui était important de souligner, Maxime, peut-être, avant qu'on se quitte? Bien, 2 choses. D'abord, il ne faut pas se demander si on va avoir une crise dans notre ville, il faut se demander quand elle va arriver. Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Moi, si j'étais réélu demain, dans ma première semaine, je forcerais tout le monde à suivre un cours de formation sur le rôle des élus en situation de crise. Je les inviterais à lire le guide des élus en situation de crise fait par la Ville de Gatineau. Aviez-vous ça avant les crises de 2017? Aviez-vous ce genre de préparation? Non. C'est-à-dire, oui, on avait une culture de sécurité civile très importante. Du point de vue des élus, il y avait à peu près rien. Ça, on l'a corrigé. Mais la Ville de Gatineau, avant que j'arrive, avait une culture de sécurité civile. Puis moi, je remercie toutes celles et ceux qui ont mis ça en place là, parce qu'on était prêts en 2000, grâce à ces gens-là, j'insiste pour dire avant que j'arrive.
Mais mon conseil aux maires et mairesses, en fait, à l'ensemble des élus, parce qu'on n'a pas parlé des conseillers et conseillères, mais c'est dur pour eux autres aussi, là, parce que c'est des fois plus dur parce qu'ils ont moins de capacité d'action. Mais préparez-vous, puis c'est même pas une farce quand je dis dans la première semaine. Première semaine, on prend notre cahier de mesures d'urgence puis on le lit. Puis on demande une formation dans les jours qui suivent avec l'ensemble des élus parce que ça peut frapper n'importe quand. Et vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire qu'il y a le maire, mais qui est accompagné de son équipe, de ses autres élus, qui ont tous des responsabilités à la hauteur de leurs arrondissements, du quartier où ils agissent, et qui doivent être mobilisés et mobilisables. Oui, puis c'est vraiment dur pour eux parce qu'ils sont, dans la hiérarchie, ils ont un pouvoir d'agir en conseil. Donc, quand ils ne sont pas en conseil, ils n'ont pas vraiment de pouvoir, mais c'est des leaders de leur communauté qui veulent aider. Fait qu'ils sont dans une zone grise assez difficile. Rosemary, c'est vous qui allez avoir le véritable mot de la fin. Bien, moi, je dirais se faire confiance. Reconnaître qu'à l'intérieur d'un être humain, il y a des ressources extraordinaires. Donc, même face à une crise, même la crise actuelle, plutôt que de trop s'inquiéter, de dire quels sont les moyens que je trouve en moi pour y faire face et se faire confiance mutuellement en allant chercher, c'est ça que vous illustrez très bien, je trouve, aller chercher ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, aller chercher le potentiel qu'on a en commun, puis le potentiel de chaque individu. Puis bravo à tout ce monde-là, même actuellement, qui contribue à des sorties de crise. Je pense qu'on peut dire bravo sans absolument aucun doute. Les gens qui nous écoutent, vous, qui avez été au front depuis un an et peut-être avant par d'autres crises, vous en avez eu pour votre argent. Et je suis certain que vos électeurs, puis pas juste vos électeurs, vos citoyens, parce que ce n'est pas une question partisane, en sont reconnaissants. Merci à vous deux. J'ai trouvé que cette heure est passée peut-être trop rapidement. On aura d'autres occasions. J'ai envie de vous inviter à mon show de radio, Maxime. Ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. Moi, Pas ça n'a pas dit sur le coup, ça me fait plaisir, mais je pense qu'on se retrouve à la radio, Maxime, ça me ferait plaisir, moi aussi. Je vous souhaite à tous une belle fin de congrès virtuel, en espérant que l'année prochaine, on soit ensemble et idéalement pas de masque pour se voir la face. Et voilà, excellente journée, à bientôt.